Fred Savard avec vous pour un 35e épisode. Très heureux de vous retrouver. Et ça va être un épisode comme on en faisait dans le temps aujourd'hui, quand la balado sortait plus souvent de Montréal et allait voir ce qui se faisait ailleurs au Québec. Cet épisode-ci, je l'ai enregistré à Rimouski pour les 30 ans du Mouton Noir, ce journal citoyen, ce journal indépendant, très actif dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, et ils m'ont invité pour venir animer et enregistrer donc cette discussion qui souligne bien sûr les 30 ans du Mouton Noir, mais aussi discussion plus large sur c'est quoi être un média indépendant dans une région comme le Bas-Saint-Laurent. Autour de la table, il va y avoir le rédacteur en chef, Marc Simard. Il va y avoir une professeure de l'UQAR, Nathalie Lewis. Il va y avoir Pierre Doc Landry et Martin Fogg. Martin Fogg qu'on entend quelques fois ici à la balado. Et Pierre Doc Landry, vous allez voir, je l'explique, ça a été toute une rencontre. Bien sûr, je suis content d'avoir rencontré tout le monde, mais étant un grand fan de Plume, je me suis rendu compte que Pierre Doc Landry, ou plus simplement le Doc Landry, était dans la Sainte Trinité, qui a participé à l'éclosion de Plume la Traverse. Et ils ont fait, en fait, le premier album de Plume la Traverse, Trinitaire, c'est la Sainte Trinité. Alors, et je vous le dis, puis je le dis dans l'épisode, on va retrouver Pierre Landry à l'automne parce qu'il a sorti un essai, un livre, en fait, chez les éditions Septentrion pour raconter cette fabuleuse épopée. Puis j'ai appris déjà, j'ai la moitié du livre déjà de lu, et j'ai appris plein de choses sur des chansons, sur des personnages dans la mythologie de Plume la Traverse. Et j'ai surtout appris que Pierre Doc Landry avait écrit aussi des chansons au tout début. Et vous allez voir, on en parle dans cet épisode. Alors voilà, sans plus tarder, je vous invite donc à écouter cet épisode, qui est un peu hors série, vous allez voir, dans son ton. Et ça fait toujours plaisir de prendre des nouvelles de ce qui se passe à gauche au Québec. Alors voilà, bon épisode tout le monde. Ça, c'est très bon pour le producteur. OK. Wow, OK. Alors, pour les gens qui nous écoutent à la maison, ce sont des gens de Rimouski qui applaudissent comme ça. C'est le plus bel accueil que j'ai eu à date. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci d'être là, mais là, il faut se présenter pour les Montréalais ignares qui ne connaissent pas le Mouton Noir et les gens qui l'animent. Écoute, je m'appelle Marc Simard, je suis journaliste de métier, je dirais. Oh! C'est beaucoup, ça. Est-ce que tu te considères encore journaliste? Oui. Ah oui. Malgré l'état des médias? Ah, laisse faire. C'est blague. On en reparlera. Écoute, ça fait 13 ans que je suis rédacteur en chef du journal Le Mouton Noir, un journal indépendant qui a sa source à Rimouski. Et là, Marc, à votre gauche, il y a quelqu'un qu'on connaît. Martin Fogg, journaliste, auteur, cinéaste indépendant, ex-militaire, militant anti-guerre, bref, personne aux multiples chapeaux, importé de Montréal depuis 5 ans. J'habite à l'Île-Verte. Donc, je fais partie de ces néo-ruraux, comme on les appelle. Et je suis aussi chroniqueur. Au Mouton Noir. Au Mouton Noir. Voilà. Je tiens la chronique Objection de conscience. Et à la balado, en plus. Fait que c'est pour ça que t'es là. Je suis partout. T'es partout. Et à Pivot, mais on va en parler tantôt. Nathalie Lewis. Moi, je suis professeure. C'est sérieux. Je suis professeure à l'Université du Québec à Rimouski en développement territorial. Je suis sociologue de l'environnement, mais je suis aussi une citoyenne engagée dans le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, puis dans le monde, en fait. Pierre Landry, dit le doc, homme à tout braire. Alors, j'écris dans Le Mouton depuis 25 ans maintenant. Toujours la même chronique, qui a changé de nom en cours de route. Donc, aussi écrivain, plusieurs publications à mon actif, des fictions, des essais, etc. Et ce dernier petit bébé qui va sortir sous peu, qui s'appelle Plume, Pierrot et moi, parce que j'ai fait partie d'un groupe contestataire dans les années 70 qui s'appelait La Sainte Trinité. Et dans ce livre-là, je raconte cette histoire. Il est humble. Tout ce que je voulais dire, Fred, oui. si tu me permets, oui. Je ne veux pas prendre ta place, mais non, c'est bien Pierre parti. a été guitariste dans le groupe de Plume la Traverse. Je m'en allais dire. Tu allais le dire. Que je suis extrêmement intimidé d'être à côté d'une de mes idoles parce que j'ai préparé évidemment avec les notes qu'on m'a fournies. Et là, j'ai gratté. On m'a dit, tu sais qu'il était dans la Sainte Trinité. Alors, moi, je suis pas têteux dans la vie. Là. Quand je dis quelque chose, je le pense.
sur la 20, en route, j'écoutais Métropole Barbecue. Métropole Barbecue. Oui. Alors, puis vous êtes le compositeur, alors voilà. Mais j'étais pas guitariste, j'étais flûte à becquiste. Bon. Oui. Et Hey, ça fait 20 ans que je dis à tout le monde que tu jouais de la guitare. non, mais c'est une nuance importante, puis c'est très rare qu'on se vende de jouer de la flûte à bec, alors bravo. On va le prendre. Bon, moi, je veux qu'on mette la table, parce que le Mouton Noir, moi, j'en entends parler depuis longtemps. En fait, je pense que les premières fois que j'en ai entendu parler, c'est à l'époque où j'étais dans les Apartistes, ce groupe d'humour de gauche, parce qu'on était venu jouer à Rimouski au Cégep, si ma mémoire est bonne. Est-ce que le dossier de la salle de spectacle, à l'époque, ça a été un peu le déclencheur de la création du Mouton Noir? Ben, l'histoire, pour la résumer rapidement, c'est que Jacques Bérubé, qui est un photographe, donc écrivain aussi, bien sûr, Jacques s'était beaucoup préoccupé de la saga de la salle de spectacle qui, ici à Rimouski, à l'époque, a fait brasser beaucoup de pierres et remuer beaucoup d'encre dans le temps. Et Jacques, finalement, avait publié un premier article dans un journal local qui a été reproduit, d'ailleurs, dans le dernier Mouton, je Oui, crois. exactement. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est la fameuse fable? Oui, la fable en question. Oui. OK, je fais une petite pause parce que je pense que ça vaut la peine de la raconter, la fable. Je pensais que le Doc Landry allait le faire. Je vais vous lire un extrait, donc, de Jacques Bérubé qui relate dans une de ses chroniques les débuts du Mouton Noir, puis je veux juste qu'on comprenne bien le contexte. Donc, comme d'habitude, le dossier de la salle de spectacle anime les débats aux assemblées publiques du conseil municipal de Rimouski. Après une soirée où les esprits se sont particulièrement échauffés, j'ai écrit une fable où des membres du conseil municipal et certaines personnes présentes dans la salle sont transformés en animaux. Le maire est le loup, le conseiller municipal le plus grognon devient le blaireau, le conseiller piéton Joël Simonet est la belette à cigare, et ainsi de suite. Et je propose cette fable dans la grande forêt de Rimouski au journal hebdomadaire Le Rimousquois, alors indépendant, qui la publie en libre opinion. Les réactions, nombreuses et toutes positives, s'enchaînent. L'animateur de l'émission matinale de Radio-Canada, Daniel Mathieu, la lit même en ondes. Et quand il a voulu publier la deuxième partie de la fable comme telle, ça lui a été refusé. Ouais. Alors là, il est rentré parce que les propriétaires du journal avaient changé. Toujours est-il que Jacques est rentré à la maison, puis il était frustré, puis il a dit à sa blonde Fernande Forêt, une artiste en art visuel qui a d'ailleurs contribué au Mouton beaucoup dès le départ, comme graphiste entre autres. Donc, Jacques est rentré frustré à la maison au cours d'un souper entre amis, puis il a dit, ben je vais le partir, mon journal. Et à sa grande surprise, Fernande, qui était habituée à voir Jacques faire surgir toutes sortes d'idées de toutes sortes, a dit, ben ça, c'est une bonne idée. Alors Jacques a dit, oui, Fernande, tu penses que c'est une bonne idée? Et c'est elle qui a trouvé le nom, je pense. Hein? Oui, c'est elle qui a trouvé le nom par la suite. Et il y avait 2 autres personnes à la table à ce moment-là qui ont adhéré aussi à la chose. Et ça a été les premiers contributeurs du Mouton comme tel. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. C'est un journal imprimé, on est en 95, donc l'Internet accessible à tout le monde est complètement balbutiant, on pense même pas à ça. C'est un journal imprimé, il l'est toujours d'ailleurs. Oui. Comment on imagine la structure, comment ça va s'organiser ce journal-là? Au tout début, c'est une question d'une petite gang d'artistes, de contestataires, d'écrivains qui veulent prendre posture au cœur de la chose publique, finalement, ici à Rimouski. Ouais. Alors, ça s'articule autour de ça. Et puis, à leur plus grande surprise, ben, il y a une réponse extraordinaire. Je pense qu'on fait la une d'un cahier du devoir peu de temps après la première publication. Et puis là, ben, les gens sont fous comme de la merde, pour parler en bon français. Et puis, continue. Et ça dure comme ça avec ce premier noyau-là pendant 5 ans. Nathalie Lewis, est-ce que c'est un hasard qu'un journal comme ça apparaisse dans une région comme ici? Parce que j'ai l'impression que cette idée de s'organiser, d'avoir des citoyens, pour en avoir parlé avec la gang d'Ababar qui avait fait un spécial sur les contestations au Bas-Saint-Laurent qui datait d'il y a longtemps, bien avant la création du Mouton Noir, dans la fermeture des paroisses. Oui. On revient toujours avec les opérations d'unité. Oui. Hein, c'était une époque, à la fin des années 60, il y avait eu un bureau d'aménagement du Québec, donc un grand
une grande enquête citoyenne là, du Québec qui est arrivée ici. Puis au final, il y a un rapport qui est venu d'une firme montréalaise qui a dit la solution, c'est de fermer des dizaines et des dizaines de villages. Ça coûte cher, les villages. Suite à ça, c'est ça. Puis on va tout mettre le monde en ville. Oui. Puis ça va coûter moins cher. Oui, ils sont puis les ensemble. pauvres, on va les mettre ensemble. Voilà. Donc, forcément, ça n'a pas fait plaisir. Et nous, à l'université, c'est vraiment un cas en mobilisation collective. Souvent, on nous parle de la ville. Ça se passe en ville. Ouais. Mais ici, c'est les gens dans les villages qui sont allés dans les... Puis c'est 3 curés, en plus. C'est 3 curés qui ont rassemblé le monde. Des curés progressistes. Des curés très Il y en progressifs. avait, il ne faut pas l'oublier, il y en avait. Puis il y a eu des églises, parce que c'était le bâtiment central qui accueillait le plus de monde. L'église de Esprit-Saint a failli s'écrouler parce qu'il y avait tellement de monde sur le plancher. Ils n'étaient pas habitués. Et donc, c'est à partir de ça, mais probablement à bien avant ça, on a créé un noyau réactif. Puis ce noyau réactif-là, il est partout ici. Puis, c'est ça. Ça va avec le mouton, mais c'est au-delà du mouton. Là. C'est quand ça ne fait pas notre affaire. Puis là, je dis nous. Moi, je viens de Montréal. Fait que finalement, je me suis bien identifiée à la région, mais ça va être réactif. Aujourd'hui, le mouton noir, c'est quoi, Marc? Ça n'a pas beaucoup changé sur l'idéologie et sur la politique éditoriale. On publie 6 numéros par année, d'une quinzaine, 16aine de pages. Et la politique éditoriale, elle est toujours la même, c'est-à-dire qu'on dénonce les phénomènes de société qui vont à l'encontre de nos valeurs, c'est-à-dire la justice sociale, le sexisme, le racisme, etc., pour non seulement dénoncer ces phénomènes-là, mais aussi proposer des nouvelles solutions. Alors, ça existe encore de ce moment. C'est un peu différent du départ. Si Pierre pourrait me dire... À l'origine, c'était beaucoup sur des trucs et des sujets beaucoup plus locaux. Avec le temps, il y a eu énormément de changements au niveau de la rédaction. Et maintenant que je suis là depuis 13 ans, on essaie d'élargir la patente. Pour avoir des lecteurs... Je pose la question parce que j'ai l'impression que souvent, quand on discute de l'état des médias au Québec, entre autres, la couverture régionale, c'est souvent un sujet qui revient, que c'est lacunaire, en fait, dans les grands médias. Et les gens s'ennuient d'une couverture qui est près d'eux. Alors, le mouton noir n'est pas un peu à contre-courant de ce que les gens veulent? Tant mieux si on est à contre-courant de ce que les gens veulent. Mais mettons que les gens je veux dire, on leur propose chose. Des trucs qui sont très régionales ou très régionaux, devrais-je dire. Vous continuez, en fait, la couverture. Exact. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que c'est un journal citoyen. Ce sont des bénévoles qui écrivent. Je permets d'apporter une précision. Oui, vas-y, Pierre. Parce que dès le départ, il y avait quand même 2 pages centrales dans le journal qui s'appelait Le Pré. Et c'était des collaborateurs en région, dont il y avait un collaborateur en région à Montréal. Il y a eu un collaborateur en région à Paris, à un moment donné. Et il y avait des gens d'Abitibi, il y avait des gens de toutes les autres régions. Donc, le journal était quand même déjà ouvert beaucoup à l'internationalisme. Donc, les régions devenaient Montréal, Paris, etc. Et c'était le centre était Rimouski. Même qu'à un moment donné, je me souviens, quand il a commencé à y avoir la possibilité d'avoir un peu de sous, je ne me souviens plus trop de quel organisme comme tel, mais qui doit financer encore le mouton de très faible façon. Il était question d'avoir un pourcentage de production locale comme telle. C'est encore comme ça. Et on l'atteignait presque pas à ce moment-là. Parlons du financement. Comment on s'en sort en 2025? Parce que on rappelle, c'est un journal citoyen, indépendant. Donc, on essaie d'être indépendant des grandes corporations. Ça, on ne fait pas juste essayer, on l'est. Mais évidemment, il faut trouver l'argent comme ça. Il y a des subventions qui sont disponibles du ministère de la Culture, entre autres, qui, eux, sont assez ouverts à l'idée de publier des textes de gauche et en continuant de nous aider financièrement. Il y a un peu de publicité. C'est toujours difficile de vendre l'idée d'un journal de gauche pour les publicitaires. Il y a des abonnements, il y a des dons, il y a des soirées comme ce soir. On finit par y arriver, mais là, attendez. Là, je veux revenir là-dessus parce que quand, en plus d'écouter vos chansons, Pierre Landry, je fais ça un petit peu quand j'arrive à la hauteur de Québec. J'écoute Radio X. Juste pour voir
on te demanderait de quitter la salle. Non, mais juste pour... Non, mais... Il y a une chanson, il y a un album, je pense, de Rage Against the Machine, c'est Know Your Enemy. Non, mais il faut, je veux savoir jusqu'où la dégringolade se poursuit. Et je voyais un segment commandité par Desjardins. Puis j'étais comment ça puis moi je fais affaire avec Desjardins. Entre autres, le balado, il y a une compagnie autour de ça. Elle est chez Desjardins. Puis j'étais comment c'est étonnant. Puis là, tu me dis que dans le fond, les publicitaires sont un peu réfractaires à s'associer à un journal de gauche. Est-ce que Desjardins est encore une coop? Ou... Ah ben ça, non, mais on sait que ça fait longtemps. Non, mais je veux dire, jusqu'à quel point c'est difficile d'aller chercher des commanditaires? C'est excessivement difficile. Juste parce que vous êtes de gauche? Ben, entre autres, oui. Bon, là, il faut que je vous raconte ce qui est arrivé parce que ma carte SD dans la console que j'amène, ou en fait, où j'enregistre tous mes épisodes, était pleine. Alors là, l'enregistrement s'est arrêté. Fait que j'ai été obligé de... Ça, c'est vraiment poche quand ça arrive. Devant tous les gens qui étaient là, j'ai été obligé de la vider. Puis ça fait 2 fois que ça arrive. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, avec God et avec Antoine Casgrain, on avait même été obligé de recommencer. Il y avait un bug avec la carte mémoire elle-même. Alors, voilà. Alors, je l'ai vidé, tout ça. Puis là, il faut que tu sortes la carte de la console, il faut que tu la mettes dans l'ordi, il faut que tu envoies ça dans la corbeille, il faut que tu vides la corbeille. Puis là, ça marchait pas parce que l'Internet était était faible. Ça, en tout cas, c'est ça. Il y a vraiment eu du gossage, mais on s'en est bien sorti et on a pu recommencer. Donc, l'enregistrement, on parlait du financement, de la difficulté et je demandais justement à tous les membres du panel, mais surtout Marc, qui est le rédacteur en chef, si le tissu social de la région avait changé pour que justement, ça soit difficile pour des publicitaires d'acheter de la pub dans un journal comme Le Mouton Noir. Ben, écoute, moi, ça fait 13 ans que je suis là. Fait que je sais pas là depuis le début, mais je vois actuellement qu'il y a beaucoup moins de commerces ou d'entreprises qui veulent être associés au Mouton Noir. Ouais. Bon, ça, c'est une chose. Est-ce qu'ils le disent, clairement? Oui, ça serait... Bon, des fois, ils le disent, des fois, ils le disent pas, mais on sait que c'est ça. On le sent, oui. Donc... Puis de toute façon, on se dit journal indépendant, donc ce serait l'idéal de ne pas avoir de publicité. Ouais. Là, on n'en a presque pas, mais il y a toute une autre question de financement gouvernemental dont on pourrait peut-être reparler à un moment donné parce que c'est vraiment compliqué. On a les deux pieds dedans. Ouais. Ben, il y a depuis toujours ou depuis encore beaucoup d'années, plusieurs années, une loi provinciale qui dit que chaque ministère du gouvernement du Québec doit verser 3% de son budget annuel en publicité dans les médias. Ouais. Il y a un pourcentage de ça aussi qui va dans les médias communautaires. Mais ils le font pas. Et c'est l'esprit de la loi, là. Exactement. Ça doit aller dans c'est une loi. Ils le savent, mais ils le font pas. Oui. Alors, depuis j'allais dire quelques années, mais c'est même pas ça. C'est peut-être depuis 1 an, il y a une espèce de club de journaux indépendants qui se disent, ben là, nous, on va aller faire des représentations auprès du gouvernement pour dire, au moins respecter la loi. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de dépasser le 3%. Mais nous, je donne un exemple, une page pleine du Mouton avec une annonce de Hydro-Québec. Ouais. C'est 2 000 à 3 000 $. Quand même. Ça paye l'impression du Mouton au complet. Oui. Donc, si on n'a pas à chercher parce que ces ministères-là font ce qu'ils doivent faire... C'est-à-dire respecter la loi. Exactement. Mais là, c'est ça. Avec ce nouveau regroupement-là, ils sont en train de faire des représentations et on en voit de plus en plus. Ça m'étonne, moi, parce que c'est un gouvernement nationaliste, quand même, il paraît, à la CAQ. Oui, c'est ça. Que le nationalisme, il s'incarne rarement dans les vraies personnes qui vivent dans c'est ça, je me dis, je comprends pas non plus. Québec, je comprends pas. Eh bien. Ouais. Nathalie, si je peux dire, juste sur ce point-là, Haddock, en fait, le gouvernement, il est très centralisé. Oui. Il ne redescend pas chez nous. Ouais. Et on parle de... faudrait aider les régions, faudrait aider... Puis les régions, là, c'est toutes les régions, même Montréal. Oui. Mais en fait, finalement, ça ne redescend pas ici. Ouais. Et ça, c'est un exemple. Puis il y en a plein d'autres. C'est un exemple. Puis quand tu es ici... Tu as une lecture différente que quand tu es à Montréal parce que tu ne t'en perçois pas de tout ça. Ici, tu t'en aperçois assez radicalement. Et je devrais dire, j'étais dans le CA pendant la pandémie. Puis au départ, on avait un peu peur parce qu'on se disait, tout est fermé, donc la publicité, ça va être encore pire. Ouais. Mais là, le gouvernement
nous donnait plus de publicité. Et là, on a vu l'impact des messages gouvernementaux. Au lieu d'aller sur Internet, ils vont pareil, mais ils venaient dans le journal. Et puis, c'est génial. En fait, ça aide finalement la mission d'un journal indépendant. Ça prend des pandémies pour que c'est un peu triste quand même. Pour nous dire de rester chez nous. Ouais, en tout cas, il faut qu'il soit, forcé de le faire. Martin Fort, t'es chez Pivot. C'est les mêmes enjeux de financement. Tout à fait. Va falloir réfléchir. Nathalie, Louis, est-ce que le financement des médias alternatifs, est-ce que c'est quelque chose qui vous occupe dans vos travaux de prof? Est-ce que c'est une réflexion qui vous habite? Bien, pas moi personnellement, mais oui, certains collègues, plutôt en communication. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est plutôt le contenu, puis qu'est-ce qu'on met dedans, puis la répercussion politique que ça peut avoir. Puis c'est toujours la même question dans tous les conseils d'administration, c'est se dire comment on va financer les OBNL. Ouais. Puis le privé ne va pas financer les OBNL. Donc, elle vient d'où l'argent? Elle vient de l'État. Ouais. Elle ne peut pas venir de nos poches tout le temps. On ne sera pas capable. Ouais. Mais c'est un vrai questionnement, puis il n'y a pas beaucoup de réponses. Puis au fil des années, on a une droitisation, finalement, qui nous amène de plus en plus loin de ce financement dont les médias indépendants, mais pas que eux, les OBNL en particulier, auraient besoin. Puis il n'y a pas de recette magique. On a un État. Il y a des impôts, il y a un financement collectif. L'État, ce n'est pas un parti politique, c'est nous, l'État. Donc, il y a vraiment une tendance qui est en train de disparaître, puis c'est ça qu'il faut aller chercher pour pouvoir réfléchir notre pouvoir citoyen. Et je pense qu'on pourrait aussi dire qu'une démocratie en santé devrait financer sa propre critique. Donc, financer les médias indépendants, c'est une manière de renforcer la démocratie. Ouais. Sauf que là, je sais que c'est des beaux principes, là, on est tous d'accord, puis on va applaudir. Oui, mais dans les faits, c'est difficile. Puis moi, ça me préoccupe parce que la montée de l'extrême droite me préoccupe. On voit qu'ils sont bien organisés. Évidemment, ils ont de l'argent. L'argent à gauche, il est souvent chez les syndicats. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Parce que j'ai hâte qu'ils allument à un moment donné que ça serait le fun qu'on mette notre... Il y a des gens qui rient dans la salle. Pardon? Oui, un syndicaliste. Ouais. Bon, mais il y a une différence entre un syndicaliste puis les cadres. Et ceux que ça fait 12, 13, 14 ans qui n'ont pas mis les pieds dans une usine et qui se promènent à 125 000 par année pour aller dire aux gens, lâchez pas. Non, mais il y a une déconnexion, je pense. Puis parce que là, c'est alarmant ce qui se passe. Puis faut aller le chercher où il est, l'argent. Je veux dire, c'est pas parce qu'on les sollicite pas, les syndicats. Je veux dire, si les gens ici peut-être connaissent l'Autre Journal. Oui. L'Autre Journal qui est publié à Montréal depuis genre 50 ans. Oui, oui. Puis eux autres, ils n'ont pas besoin de courir après du financement parce que les syndicats, justement, les grands syndicats, leur disent nous, on va vous donner 50 000 par édition. Ouais. Fait que vous pouvez publier, il n'y a pas de problème. Moi, ça fait 13 ans que je suis là, puis à chaque année, au printemps, je fais des demandes aux syndicats. Demande de dons. Ouais. Pas grand-chose, 500$ par syndicat, puis on y va pour l'année, là. Ouais. Mais non, la réponse est non. Ouais. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas assez une bonne visibilité, on ne voit pas ce que ça pourrait nous rapporter. Ouais. Alors que, je veux dire, les syndicats, ils en ont de l'argent, là. Oui. Éric Dubois, qui est ici, là, justement, qui a parlé tantôt. Éric, vous avez combien d'argent, là? Oui, combien on veut un montant, là. Éric, il est à quoi, la CSN, c'est ça? Mais il y a une discussion qui vient de se faire actuellement sur les états du syndicalisme. Attendez. Approche-toi. Oui, ça prend un micro. C'était pas prévu. C'est important. Ouais, non, c'est super intéressant, pour vrai. Alors, juste te présenter. Éric Dubois, je suis conseiller syndical à la FIM. Bon. Je suis un peu celui que tu disais tantôt qui se promène pour dire que ça va bien dans les 120 000 par année? Mais j'y vais à tous les jours. Hein? Puis j'accompagne les travailleurs dans leur quotidien. Puis oui, on a des bonnes conditions de travail, mais on s'est battu pour. Ah non, mais moi, je veux pas les baisser, les conditions de travail. Absolument. Mais moi, en fait, c'est des critiques que j'entends dans des barbecues chez nous. Un gars chez Labatt qui dit, lui, qui est un jeune, puis qui dit, à un moment donné, il faut que le corporatisme aussi dans les syndicats. Je ne dis pas que c'est ça que tu fais. Absolument. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir, mais continue parce que ton point est intéressant. Actuellement, c'est intéressant. Il y a les états généraux sur le syndicalisme qui sont en train de se faire un peu partout au Québec. Toutes les organisations syndicales, parce que les syndicats, c'est beaucoup de choses. Hein? C'est beaucoup de choses différentes. Alors, il n'y a pas
une organisation syndicale. Heureusement, il y a une diversité syndicale au Québec, donc c'est une bonne nouvelle. Mais il y a du travail à faire. Les syndicats, c'est le reflet de la société. Alors, dans nos assemblées générales, il y a des débats qui se font. On essaie d'amener des enjeux. Puis moi, j'ai proposé à mes syndicats de donner, mais souvent, les trésoriers ils ont d'autres choses à faire. Bien sûr. C'est difficile. Il faut des mots d'ordre. Mais moi, je crois, puis on essaie de le lancer à la CSN, puis dans les autres organisations, il faut soutenir les médias indépendants. C'est nécessaire. Hein, la droite est organisée depuis combien d'années? Combien d'années il y a perdu des radios, la droite? À Québec. La radio parlée, c'est peut-être le moyen le plus important et le plus utile et qui fonctionne pour parler aux gens, parler à l'intellect des gens. Puis ça coûte pas grand-chose. Exact. C'est accessible par tout le monde. Parce que, on cherche le Joe Rogan, j'entends souvent ça. Ah, faut que la gauche se trouve son Joe Rogan, mais ça tombe pas du ciel. Que c'est toi? Non, non, j'ai pas assez de tatou. Pas arranger ça. Puis je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr qu'on a besoin d'un Joe Rogan, mais on a besoin de moyens. Il faut que la gauche s'organise avec. Voilà. Puis tu sais, je vais donner un exemple. Mais la CSQ, au début de cette semaine, annonçait qu'ils invitent Richard Martineau dans leur podcast au nom du dialogue. Les réactions des membres, là, c'était unanime. Quelle mauvaise idée. Des fois, tu dis, voyons les amis, on a-tu besoin d'inviter ce gars-là qui chie ses syndicats à journée longue? Faut s'organiser mieux que ça. Voilà. Ce qui a été rassurant, c'est la réaction de la base. Ah, tout à fait. La base des militants. Ils l'ont annulé. Qui ont envoyé le message clair. Puis le message a été passé. Victoire citoyenne. On lâche pas. Merci, Eric. Ben, vas-y, Martin. On parle de l'importance des médias indépendants, des médias citoyens, des médias alternatifs. Oui, c'est important parce que, un autre exemple, à Ottawa, il y a quelques jours, il y a eu une gigantesque foire des marchands de mort, c'est-à-dire ce qu'on appelle c'est orwellien, là, on appelle ça l'industrie de la défense et de la sécurité. À Kansec. Et là, on peut pas compter sur les grands médias pour nous informer de manière adéquate sur ce genre d'événement-là. Et il y avait Ramona Murphy, une journaliste de l'Étoile du Nord, un journal indépendant de combat militant qui, elle, travaillait réellement à essayer de nous informer sur c'est quoi ce genre de conférence, pas conférence, mais ce genre de marché-là. Et elle a été arrêtée, détenue pendant 8 heures et relâchée sans accusation par la police d'Ottawa pour avoir fait tout simplement son travail. Alors, on parle de moyens financiers, mais il faut aussi parler de moyens, et ça va un petit peu avec, là, c'est le nerf de la guerre, c'est des moyens de pouvoir pratiquer le métier de journaliste de médias alternatifs, de pouvoir le faire sans crainte d'être arrêté, de pouvoir le faire avec l'espoir d'un soutien juridique si jamais ça arrive. C'est ça, je voulais souligner non, mais c'est bien, mais Martin, c'est très bien de le faire. Puis on le voit aussi ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des journalistes des grands médias qui se font arrêter. Il y en a un de CNN qui s'est fait arrêter cette semaine. Puis on se pose encore la question dans les grands médias d'ici, est-ce qu'on se rapproche de l'autoritarisme aux États-Unis? C'est incroyable. Puis souvent, ceux qui lèvent le flag, qui sonnent l'alarme les premiers, c'est les plus petites organisations médiatiques. Et pour venir rapidement sur Kansec, là, je reprends la balle au bon. Il y a eu une petite couverture de cette conférence, de ce marché-là, mais elle était concentrée sur les manifestations qui avaient lieu contre Kansec et évidemment du point de vue policier. Je veux revenir à l'aspect régional parce qu'il est important, parce que c'est là que s'ancre la création d'un journal comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres régions au Québec qui ont ce type de journal-là indépendant, citoyen? Est-ce qu'il y a des alliances interrégionales pour que ces médias-là essaiment? Il y a différents partenariats qui se font, que ce soit avec justement l'autre journal, Droit de parole à Québec, qui est dans la vieille ville, qui vraiment tire assez fort sur la droite. Et il y a Graphici en Gaspésie. Il y a des journaux qui ont, comme le Mouton Noir, des difficultés à survivre financièrement. Alors, quand on a de la difficulté à survivre financièrement, est-ce qu'on se prépare des projets communs alors que personne n'a d'argent pour les mettre en branle? Et même l'espace mental pour penser à ça. Oui, exactement, parce que je vais juste faire un petit récapitulatif de 3 secondes. Au Mouton Noir, je suis le seul qui est payé à temps plein. J'ai quelques pigistes qui ont quelques dollars pour faire soit de la révision de texte.
Ben, j'ai une comptable à temps partiel. Non, mais les pigistes, mettons pour une chronique, là, est-ce qu'il y en a qui reçoivent quelque chose? Non, il n'y a personne qui OK. pour les chroniques, personne Tous les ne reçoit rédacteurs et de l'argent. rédactrices, c'est bénévole. Exactement. OK. Ceux qui sont payés, puis c'est vraiment symbolique plus que d'autres choses, c'est ceux qui font de la révision de texte, ceux qui font le graphisme, etc. Ouais. Puis c'est pas des gros salaires. Non, je comprends. Alors, évidemment, quand il est question de faire des projets collectifs avec d'autres médias, un peu comme le nôtre, eux aussi sont un peu aux prises avec le même problème. Ouais. On utilise des bénévoles, ce qui est merveilleux parce que le journal Le Mouton Noir sans bénévoles n'existe pas. Bien sûr. Et c'est la même chose pour eux. Alors, comment on fait pour faire l'unanimité autour d'un projet de société ou un projet de médias communautaires On en parle souvent, mais on manque de moyens. De moyens de ressources humaines, de ressources économiques. Matérielles. Pierre-Landry? Oui, j'aimerais apporter juste une petite nuance parce que il y a quand même dans la région de Rivière-du-Loup et du Kamouraska 2 hebdomadaires qui sont des hebdomadaires un peu standards, là, mais qui sont quand même de propriété privée. Ben, il y en a qui est une coopérative, le Placoteux dans le Kamouraska, et il y a Info Dimanche à Rivière-du-Loup, et qui sont quand même indépendants et qui peuvent être vecteurs et porteurs parfois d'une parole citoyenne. Entre autres, il y a Roméo Bouchard qui a une chronique dans le Placoteux et dans un combat qu'on a mené, auquel Éric d'ailleurs a participé par rapport à un projet de développement domiciliaire à Rivière-du-Loup. On a été je dirais pas supporté, mais on a eu une couverture journalistique de la part de ce journal-là, Info Dimanche, qui a été impeccable, honnêtement, qui vraiment diffusait les points de vue des deux parties, mais diffusait le nôtre abondamment et sans. Alors, c'est juste c'est sûr que ça n'a rien à voir strictement avec un journal comme Le Mouton Noir ou d'autres auxquels on fait référence. Mais ils existent, ils ont un impact, ils existent. Oui, puis ce sont des journaux indépendants, au moins ils sont pas rattachés à Québécois ou autres du genre et tout ça. Et puis, il y a une politique peut-être pas éditoriale, mais quand même, la voix citoyenne est possible. Nathalie Lewis? Oui, on parle des difficultés qui sont réelles, mais il y a l'importance de ces médias-là sur le territoire qu'il ne faut pas oublier. Il y a ce manque de moyens-là, mais c'est ce qui va politiser, mais ce qui va aussi informer, parce qu'on a besoin d'une information au niveau territorial. Puis quand je parle territorial, c'est pas juste local, c'est tout ce qui nous entoure. Puis cette information-là, si ça va bien, elle va remonter. Elle va remonter, puis elle va faire ce tissu-là au niveau du Québec. On va pas aller toujours très haut, mais on va comprendre qu'est-ce qui se passe un peu partout sur nos territoires. Puis il faut que ça remonte comme ça, et non pas que ça soit concocté en haut, puis qu'on doive s'ajuster parce que chaque région est un peu différente, pareil, pas pareil, mais quand même, il faut cette diversité-là. Puis les médias régionaux ont cette nécessité-là, ce pouvoir-là, et la diversité. Autant le mouton est vraiment utile, autant la diversité. Moi, quand je suis arrivée dans la région ici, il y avait quand même plusieurs médias régionaux. Et puis, si on les met côte à côte, on commence à comprendre comment on pense ici. On pense un peu à droite, beaucoup à gauche, un peu dans le milieu, mais si on n'a pas cette diversité-là, on devient atomisé, on regarde d'autres choses, on perd notre sens politique. Donc, c'est tout ça qui est important, et c'est d'autant plus dramatique qu'on court après de l'argent pour pouvoir faire ça. Puis s'il n'y a plus cette diversité de médias-là, c'est comme les gros médias, c'est que ça a été racheté puis ça a été concentré. D'ailleurs, la mort de la démocratie aux États-Unis est en partie beaucoup due à la disparition de tous les petits médias régionaux qui ne couvrent plus les assemblées citoyennes, les rencontres des gouvernements locaux, etc., etc. Bon, là, je vais faire une question. Juste avant, Fred, je vais juste poursuivre un peu là-dessus. Il y a quelques années, il y avait un journal comme ici, dans plusieurs régions, l'Avantage. Bon, c'était le journal à l'époque de Québécois. Quand l'Avantage est tombé, moi j'ai entendu, j'ai eu des courriels. Marc, vous devez être content. L'Avantage n'est plus là, il ne fera plus concurrence. C'est le contraire. Faut qu'il y ait des journaux locaux, régionaux. Faut qu'il y ait dans les grands journaux comme Le Devoir ou La Presse, faut qu'il y ait des espaces pour les régions. Et donc, quand ils ferment même quand ils coupent
à Radio-Canada ou Oui. à TVA. On coupe les émissions régionales, on coupe les journalistes qui sont dans la région. Ouais. La démocratie y perd. Tout à fait. Alors moi, je suis pas d'accord avec le fait que, oh tiens, on a plus de place aux moutons. Non. Non, au Non, ça prend un contraire. écosystème. Au contraire, ça Ouais. prend des gens qui pensent d'un bord puis qui Ouais. pensent de l'autre. D'ailleurs, en quelques années, dans la région, parce qu'il avait été racheté par un gros, le Courrier de Trois-Pistoles et un autre journal dans le Témiscouata, de même que le Saint-Laurent Écho du Grand Portage, ont disparu une fois achetés par ce gros-là. Et à l'époque aussi, dans le temps où le Soleil avait encore une couverture papier, Mhm. il y avait un cahier qui était dédié au Bas-Saint-Laurent Tout ici. à fait. Ouais. Tout à Il fait. n'est plus le Maintenant, cas, ça n'existe plus. Puis on pense à tort. Les gens pensent à tort que ça nous donne de l'importance Non, au non, mouton noir. Mais non. non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. L'important dans une démocratie, En fait, c'est pire c'est parce que l'information. ça vous oblige à en faire plus, puis vous avez toujours pas plus de moyens, à la limite, si vous êtes tout seul. Oui, si on peut le voir comme ça, Ouais. mais on peut le voir aussi sur le fait qu'il faut aussi les deux côtés de la médaille. Mais oui. Puis nous, on présente pas le côté droit de la médaille. Ouais. Désolé, mais Non, on non. n'est pas là pour ça. Non, il y en a d'autres qui le font, ils sont nombreux. Mais là. il faut apprendre à rêver. Donc, il faut, je pense, pour intéresser les gens, avoir un côté puis l'autre, puis là, les gens pourront se prononcer. Bon, en fait, au niveau des enjeux puis au niveau du ton, la disparition des médias régionaux, d'une part, ça vient faire que ce sont les grands médias finalement qui couvrent les enjeux régionaux, mais avec le ton des grands médias, Oui, avec oui. la perspective Oui. des grands médias, la perspective libérale, bourgeoise. Ouais. Et on parle d'enjeux régionaux, mais aussi, il faut qu'on parle dans les médias indépendants d'enjeux nationaux et internationaux. Puis il faut le faire aussi parce que le point de vue est contrôlé, encore une fois, par le point de vue libéral bourgeois. Ouais. On n'a qu'à penser qu'en Palestine, il y a un génocide qui se déroule à Gaza. C'est pas une guerre qui a commencé le 7 octobre 2023. C'est un apartheid, une occupation depuis plus que 70 ans. C'est intéressant parce que ce matin, dans la presse, il y a... Ben, j'allais le dire. Ouais, vas-y, allez-y. Bon, ce matin, dans la presse, ils se sont réveillés. Ben, c'est pas clair. Ben, la chroniqueuse internationale de la presse qui vient poser la question, doit-on commencer à parler de génocide? Et là, on se pose la question parce que l'Humanité, le journal du Parti communiste français, a eu le courage de mettre le mot génocide sur sa page couverture. Et là, ils attendent toujours que d'autres se prononcent pour se prononcer. Et ça, je l'ai vécu un peu à mes débuts à Ricochet. Ma première enquête, ça a été sur des armes produites au Canada qui étaient envoyées ensuite en Arabie Saoudite, qui étaient vendues en Arabie Saoudite, donc potentiellement qui allaient commettre des crimes de guerre dans des endroits comme le Yémen. Alors moi, je sors ça à Ricochet, journal qui n'était même pas lancé encore, donc une couverture assez minimale, malheureusement. Mais là, 1 an plus tard, là, il y a quelqu'un du NPD qui souligne ça en chambre, je pense en février 2015, et là, les grands médias ont commencé à en parler, et c'est le Globe and Mail qui a de réputation le scoop sur cette affaire-là. Mais évidemment, ça a été couvert sans mentionner les crimes de... T'sais. Donc, ils attendent toujours que d'autres se prononcent. Il n'y a jamais cette volonté de se mouiller. On se modère. À Radio-Canada, il y a des mémos qui descendent de la haute direction pour dire pas le droit de dire le mot génocide. Ça, c'est vrai, ça m'a été pas le droit confirmé. de dire le mot Palestine. Ça, c'est vrai, ça m'a été confirmé par des gens à Radio-Canada. Oui. Donc, puis moi, comme chroniqueur international à Pivot, je fais partie, je suis pas tout seul, je fais partie d'une nébuleuse de gens qui essaient d'amener ce point de vue critique de gauche, radical, sur les enjeux internationaux. Et ça, ben, dans nos médias indépendants, on n'a pas le choix parce qu'on ne pourra pas compter sur les grands médias pour être bien informés là-dessus. Ouais. Là, je vais poser une question de Montréalais qui est arrivé ici, qui a remarqué quelque chose. Bon, c'est pas le drame de Gaza, mais l'autoroute 20. Non, mais tantôt, on parlait des débuts du Mouton Noir. C'était la salle... Dans le fond, non, c'était des infrastructures culturelles qui manquaient. En fait, si le Mouton Noir n'existait pas, est-ce que le désir des gens, de plusieurs personnes, que la 20 se prolonge, est-ce que c'est un enjeu que vous trouvez intéressant pour un journal comme Mouton Noir? Ben oui, on en a parlé énormément. Okay. Puis le petit problème avec le Mouton Noir, c'est qu'on sort aux 2 mois Ouais. et que quand il arrive quelque chose, puis là, on veut écrire, il est déjà trop tard ou il est trop tôt. Ouais.
malheureusement. Donc, on il faut aimerait prendre ça. un pas de recul. C'est quoi Ah, les enjeux là, pour les gens qui sont pas de la région, là, les enjeux de l'autoroute 20? Oui, ben, j'ai même écrit à un moment donné sur Exact. le fameux pont de Trois-Pistoles. Ben, l'enjeu, c'est que, en fait, les gens ordinaires, disons, cherchent bien sûr des moyens de se véhiculer le plus sécuritairement et le plus rapidement possible. Et justement, avec la venue du Costco ici à Rimouski, ben, on parle d'accès. C'est curieux, hein? Ouais. On parle d'accès donc à ce service public-là, entre autres. Alors, d'une part, il y a les gens qui, pour des questions de sécurité, justement routière, etc., parce qu'il y a énormément d'accidents quand même sur la 132. D'autre part, il y a une faction de la population aussi qui dit, bien, on a juste à travailler davantage mieux la 132 pour la rendre plus sécuritaire et pas investir des sommes colossales et aller dans le sens contraire où on devrait aller au niveau sociétal par rapport à l'environnement, etc., etc. Alors, il y a ce débat-là qui est dans l'air. Il y a les gens aussi dans les petits villages qui aimeraient bien éventuellement que le trafic ne passe plus par chez eux, sans penser que ça va être éventuellement la mort de leur village, comme c'est le cas beaucoup pour l'île Verte et d'autres municipalités. Comme moi, par exemple, j'ai connu les municipalités ici du bas du fleuve, Notre-Dame-du-Portage. Il y avait tellement de gens qui vivaient finalement de la présence du passage de la 2 dans le temps, etc., etc. Alors, il y a tous ces enjeux-là qui sont un peu contradictoires, mais selon moi, dans un sens, ceux qui sont en faveur de ce développement-là font partie, malheureusement, de ceux qui cherchent, sans le vouloir, à entraîner la société vers un mur total. Parce qu'on le sait, il faut arriver à se départir des véhicules à essence tout au moins, des véhicules solo. Et oui. Alors, il y a ce débat-là, mais c'est un débat qui perdure depuis une vingtaine d'années, je pense, sinon plus. Donc, il n'a pas trouvé encore de point d'effervescence parce que ça a encore été remis là, dernièrement par notre bon gouvernement nationaliste, justement. Alors, il n'y a pas il n'y a pas actuellement de confrontation comme telle. Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu des actions qui ont été posées à Trois-Pistoles, là, parce qu'il serait question de construire j'avais écrit à un moment donné un texte à l'effet que, finalement, il était question de construire un pont à Trois-Pistoles qui coûterait combien déjà? Je ne me souviens plus combien de dizaines de millions. Et moi, j'avais écrit mon texte en disant, mais écoutez, il y a déjà 2 voies de passage au-dessus de la rivière Trois-Pistoles. Il y a la 132 comme telle, mais il y a un train aussi. Dans le temps, le train servait, entre autres, à véhiculer des êtres humains et non pas juste des marchandises pour les grosses corporations. Alors, on pourrait, ici, dans la région, avoir un petit train électrique, comme ça se fait dans plein de régions en Europe, qui partirait à 6 heures du matin de Rimouski, qui arriverait à Québec en matinée. Les gens pourraient aller à leur réunion de fonctionnaires et tout, reprendre le train en partant et arrêter à quelques endroits sur le passage. Ça serait extraordinaire. Et puis, on enlèverait des voitures sur la route. Mais il n'y a personne dans les hautes sphères qui pense comme ça, malheureusement. À Radio X, ils ont dit que le train, c'est intéressant. J'ai entendu ça pour vrai. Le train, c'est intéressant, mais ils ont démantelé le réseau ferroviaire pour faire des pistes cyclables. C'est ce qu'ils ont dit à Radio X. Oui, ben c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas démantelé pour ça, mais c'est vrai. Mais non! Oui, ils l'ont démantelé, mais pas pour des pistes cyclables. Mais si je peux dire... Oui, Nathalie. En fait, ici, un des problèmes, c'est justement le transport. Le transport des personnes. Oui! On n'a pas de transport en commun. Là, on parle du train, on parle de l'autobus s'il faut. Et puis, on n'a pas juste besoin d'une voie est-ouest. On a besoin de se promener entre les villages. On a besoin d'être capable de se rendre à Québec ou n'importe où sans prendre notre voiture. Mais on a moins de population qu'à Montréal. On est un bassin plus étendu. Donc, ça crée un casse-tête. Puis, la solution de l'autoroute, c'est pas une solution à ce problème-là. C'est 2 sujets complètement différents. Dernier mot à chacun de vous pour faire un résumé de cette discussion sur les 30 ans du Mouton Noir. Ben, en fait, rapidement, merci à tout le monde qui sont venus ici ce soir pour fêter les 30 ans du Mouton. C'est pas rien, 30 ans, puis on va continuer comme ça. Peu importe les difficultés financières ou en ressources humaines. Et j'espère, en tout cas pour les gens de Montréal qui ne connaissent pas beaucoup, vous pouvez aller sur notre site et vous abonner. Et même envoyer des textes.
Oui, envoyer pourquoi pas? Oui, Oui. envoyer des textes citoyens. Donc, ça peut venir d'un peu partout. Donc, je remercie aussi Fred Savard de s'être déplacé jusqu'ici. J'ai pogné l'étiquette. J'ai quand même pogné l'étiquette. Non, c'était... Mais là, je sais qu'il y a des membres du CA. Non, il y a des membres du CA du Mouton Noir. Je pense qu'on va C'était une s'arranger. blague, l'étiquette. Ah, On va faire une collecte. Mais j'ai pas mis... Merci tout le monde. Merci, Fred. Martin Forgue. Ben, écoute, moi, je voulais remercier le journal Le Mouton Noir de m'avoir accueilli il y a 3 ans dans ses pages. Quand je suis arrivé il y a 5 ans dans le Bas-Saint-Laurent, j'avais toujours mes collaborations ailleurs, mais je me cherchais, je voulais trouver un endroit où collaborer pour parler, réfléchir un peu plus sur les enjeux régionaux. J'ai découvert l'existence du Mouton. J'ai d'abord été lecteur et par la suite, je suis collaborateur et encore une fois, merci beaucoup. Merci, Martin. Madame Louise. Oui, merci effectivement au Mouton qui nous permet de garder cette action collective puis cet esprit de réactivité. On a dit que c'est historique. Oui. Je pense que le Mouton participe à ça, puis ça remue un peu. Puis même les gens qui sont pas contents, Oui. justement, ils sont obligés de s'animer les neurones pour dire pourquoi ils sont pas contents. Attends, pas content de Ouais. Rimouski ou du Mouton Noir? Pas contents de certains articles dans le Mouton. Oui, voilà, OK. Puis il y en a qui sont pas contents à Rimouski. Non, bien mais sûr. en fait, il faut dire, tout à l'heure, on disait consensus, bravo. dissensus. Ouais. Ça nous permet d'ouvrir nos lorgnettes. Merci, Nathalie Louis. Et Pierre Doc Landry, le doyen. Puis ceux qui sont en tabarnak. Wow! Non, écoutez, je pense que le Mouton Noir est un vecteur de combat, entre autres. Et je pense qu'il faut lutter de toutes nos énergies, de toutes nos forces, de toutes nos capacités ces années-ci, parce qu'on est en train de se faire enfouir dans la merde capitaliste et totalitaire, et c'est juste à la frontière à côté, puis ça commence à déborder. Ça fait qu'il faut qu'on mette nos culottes, il faut qu'on lutte, il faut qu'on se tienne debout, il faut qu'on soit solidaire, parce que sans ça, on va disparaître de la map carrément, puis ça va être tous les gros tabarnaks qui ont des milliards et des milliards qui vont prendre le Au contrôle. tabarnak. Merci. Voilà, c'est dit. Ah, merci. Merci tout le monde d'avoir été patient avec les petits bugs de cartes. Maudit techno. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce 35e épisode. Très, très heureux d'avoir rencontré toute cette joyeuse bande. Il y avait bien plus de monde que ça aussi dans l'organisation de cette soirée. Je salue bien sûr tout le personnel du bien et du mal, tout en enregistré cet épisode. Merci à tous ceux et celles qui étaient derrière l'organisation et qui tiennent à bout de bras le Mouton Noir, vraiment. Merci à Marc Simard, merci à Nathalie Louis, Martin Forgue et le Doc Landry qui ont participé à cet épisode. Je vous rappelle d'aller vous abonner à l'infolettre. Je devais l'envoyer cette semaine, finalement. J'ai eu une semaine de fou. Je vais l'envoyer lundi. Je vais ajouter aussi les liens pour aller lire le Mouton Noir, pour aller vous abonner, parce que vous allez voir que oui, ça couvre évidemment l'actualité du Bas-Saint-Laurent, de Rimouski et de la Gaspésie. Bon, mais il y a des articles aussi qui sont beaucoup plus larges que simplement ce qui se passe dans ce coin-là. Puis je pense que d'encourager cette presse de gauche, c'est important. Alors, on s'abonne bien sûr aussi à l'infolette donc de la balado. On a fait nos recherches, l'autre podcast, l'autre balado que j'anime et que je produis sur la mobilisation des savoirs, sur la recherche universitaire. On a fait nos recherches, allez vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. La découvrabilité, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est tous ceux et celles qui aimaient cette balado qui, vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Alors, on partage le plus possible. On achale nos beaux-frères et nos belles-sœurs pour qu'ils écoutent la balado de Fred Savard. On vous rappelle que le 18 juin, au Minifest, nous y serons. Moi et Coralie, pour une nouvelle mouture de Le Vieux et la Mer. Je travaille sur un numéro... qui, je crois, va être assez percutant sur les médias, entre autres. Oui, en lien avec la montée de l'extrême droite, mais vraiment un polaroïde, comme on dit en France, sur c'est quoi l'état de nos médias, et entre autres de la télé et surtout de la radio publique. J'ai des petites inquiétudes à ce niveau, même si on a appris que enfin, les patrons de Radio-Can vont être contents. Ça doit faire 30 ans qu'ils attendent ça, d'être numéro 1
dans la région de Montréal pour l'émission du matin. Cela dit, c'est drôle parce que je voyais que ils ont à peu près 19,3 parts de marché, qui est un peu le plancher qui a longtemps été exigé de l'émission du matin. René Aumirois faisait 19 parts de marché. Ça a baissé quand Marie-France Bazot est arrivée. Je pense que c'était retombé à 15 ou 16, peut-être même 14. Mais donc, on revient au niveau de René Aumirois et je pense que c'est dû possiblement à la dégringolade de Patrick Lagacé qui a perdu, je pense, 20 parts de marché. Non, pas 20 parts de marché. Il a dégringolé quand même. Ça doit être ça. Il était à 30... Paul Arcand était à 35 parts de marché. Fait qu'ils sont en dessous du 19. Fait qu'effectivement, on n'est pas loin d'une perte de 20 parts de marché. Est-ce que c'est un gage de qualité? Je ne suis pas certain. Est-ce que ça veut dire que la radio publique fait son travail de radio publique? Je ne suis pas certain non plus. Puis c'est ces éléments-là que j'explore avec humour et avec des petites pointes que je lance à gauche et à droite. Alors voilà, 18 juin au Minifest de Montréal, ce festival d'humour de gauche, d'humour alternatif. C'est au Cabaret des Curiosités. Pour acheter des billets, vous allez soit sur le site du Minifest ou plus simplement sur lefredsavard.com/événements. Et vous pourrez acheter vos billets directement à cet endroit. Et vous pourrez aussi acheter vos billets pour la grande soirée dansante le 5 juillet au Osgang Plaza. C'est produit par la Balado. Donc, tous les profits serviront à détruire le capitalisme, mais on va le faire en dansant. Fait que ça, c'est pas désagréable. Et je vous rappelle que tous ceux, cette année, qui ont donné 72$ et plus, qui était le don suggéré, le don annuel suggéré, ben, si vous achetez un billet à la soirée dansante, je vous donne un billet pour amener un ou une amie qui, bien sûr, aime danser, mais qui connaît peut-être pas la Balado, puis ça va peut-être lui donner le goût de s'abonner aussi. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter votre billet sur le point de vente. Vous allez encore au fredsavoir.com/événements, puis vous m'envoyez une preuve que vous avez acheté un billet pour la soirée dansante, puis je vous mets sur la liste 1 ou 2 billets. Si vous achetez 2 billets pour venir danser, ben, je vous en donne 2. Alors, c'est un 1 pour 1. Voilà. Il y en a qui disent que non, en fait, c'est un 2 pour 1. J'étais pas très bon en maths. Tout ça pour dire que vous achetez un billet, vous en avez un, gratuitement. Alors, voilà. On va bien sûr terminer en musique. Je l'ai dit tantôt, j'aime ça prendre la route. Puis des fois, je sors aussi de l'autoroute. Je me tanne de la 20 puis de la 40. Fait qu'évidemment, ça rallonge souvent mes voyages, mais on voit des choses différentes. On voit les brocantes, entre autres. En fait, j'aime ça parce que ça nous permet de voyager comme on voyageait dans le temps, avant la construction de la 20 et la 40. Parce que les gens se déplaçaient quand même. Alors, je sais pas, ça... Puis je repense aussi à ce que Pierre Landry disait par rapport à la construction du prolongement de l'autoroute 20 qui est demandé par les gens à Rimouski puis dans les villages environnants. Puis il y a quand même une réflexion à avoir sur l'impact que peut avoir la construction d'une autoroute. Puis pensons au film Les Bagnoles, que je regarde avec Miville, que j'ai beaucoup regardé avec Ludo, un film d'animation que j'aime beaucoup et qui aborde, entre guillemets, je pense pas qu'on peut dire ça, mais oui, qui aborde, dans le fond, qu'est-ce que ça a été pour les villages le long de la route 66 quand ils ont construit l'autoroute qui traverse le désert. Donc, le fait d'avoir allongé mon retour, entre autres, ben, je me suis retrouvé dans le coin de Bécancour, puis là, ben, j'écoutais la radio et je suis tombé sur C'est Fou 89.1, la radio étudiante de l'UQTR. Et je suis tombé sur une émission qui, je crois, s'appelle le Clash Podcast. Je sais que c'était Dominique Tardif qui était l'invité, le journaliste de la presse, le journaliste musical. C'est intéressant parce qu'il parlait de ses découvertes récentes et bon, de son rapport aussi au podcast. Avec ben là, son podcast a changé depuis qu'il est à la presse. Là. C'est plus des invités, plus des vedettes que dans sa série Deviens-tu ce que tu as voulu. Mais c'est intéressant. Et il m'a fait découvrir un groupe que je ne connaissais pas qui s'appelle No Bro. Groupe de filles lié, si je comprends bien, avec les Shirley, parce que je pense que la batteuse des Shirley joue dans No Bro ou l'inverse. Et vraiment, ils ont fait jouer une chanson qui a accroché mon oreille immédiatement. Le groupe a été créé en 2014. Fait que c'est un peu un scandale que j'aille allumer juste 11 ans après. Et vraiment, je trouve que c'est un peu un mélange très punk rock à la Ramones, très mélodique, très catchy. C'est montréalais. Et on va donc finir avec un extrait de leur dernier album qui s'appelle Set Your Pussy Free. C'est la chanson I Don't Feel Like It. Salutations à Dominique Tardif, c'est lui qui m'a fait découvrir ce groupe No Bro. Hey, bonne semaine tout le monde. I went to the other side of the world just to drink some snake blood.